à l'aise avec leur culture religieuse et la méthode. Tu as déjà vu des personnes qui étaient un petit peu échaudées ou à 95%, tu sens que les gens étaient très très bien là-dessus? La seule fois, quelquefois tout au départ, mais ça uniquement depuis, on a dit, oh là là, est-ce que c'est une secte, etc. Et là, les gens, justement, mais pour des toutes petites choses, comme par exemple, dans la version originale des phrases PES, on disait que justement l'imagination peut voyager n'importe où dans la planète, n'importe quelle planète du système solaire, n'importe quel système. Et il y avait et à l'époque, on faisait ça depuis le départ. Maintenant, on fait uniquement dans la deuxième partie du cours. Et je me rappelle, il y avait une dame qui dit oh, non, 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 ça c'est trop. Et elle est partie comme ça. Et ouais, parce que pour elle, c'était trop. Non, non, c'est trop spirituel, c'est peut-être un secte, je me trouve dans quel. Non, non, moi je suis venue uniquement pour mieux, justement, étudier ou mieux réussir mes buts, etc. Donc, quelquefois, les gens tout au départ, ils ne sont pas sûrs. Mais la plupart des gens, quand ils arrivent et on entend juste la conférence, et on voit tout de suite que c'est une méthode, c'est une série d'outils. Et on n'est même pas obligé de croire en quelque chose. Ce que j'adore, c'est qu'il y a un moment où on dit carrément, tu peux accepter ou refuser tout ce que je dis. Et moi, je dis justement, je ne suis pas du tout offensée si tu ne crois pas ce que je dis, parce que je ne suis pas là pour te convaincre de quelque chose, je suis là pour t'enseigner des techniques. Et comme toi, tu dis toujours, teste pour toi-même. Teste pour toi-même. Et quand tu testes pour toi-même, c'est efficace. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant. Et effectivement, hein, je comprends bien qu'il y a des personnes qui ont des convictions religieuses et ça peut. Quoi, là, moi, je trouve vraiment, et c'est sur ça qu'on se fixe beaucoup, hein, sur le niveau de base, je trouve qu'il n'y a pas un moment où ça peut aller à l'encontre d'une religion, d'une culture spirituelle d'une personne. Et comme tu dis, si vraiment même on a envie d'être hyper concret, la méthode Silva, c'est suis ça, fais ça, fais ça. Il y a vraiment des recettes et on peut enlever toute notion ésotérique, spirituelle, etc. On peut faire même le 404 en se disant on m'a dit juste de me dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête, de le dire directement, je dis ce que je vois, je dis ce que je ressens, je fais juste ça, je balance. Après, j'ai pas besoin d'explication. On revient à ce que disait Jerry il y a 10 jours. Hein. Il n'y a pas besoin forcément d'explication. Tant que je sens que je suis OK avec ça, ça me va et on n'a pas besoin de remonter sur des notions spirituelles ou autres. Et effectivement, c'est une méthode, ça reste un ensemble de recettes. Après, c'est l'intention, la philosophie qu'on va mettre derrière qui peut devenir un cheminement spirituel, mais c'est absolument pas l'objectif initial. Et pour des personnes qui sont pas du tout dans même le travail de dev perso, débutants en dev perso, ils peuvent très bien commencer Silva parce que c'est des recettes et en général, c'est ce qu'on attend quand on commence une méthode. Quand on va faire de la PNL, on se dit non, mais moi, je veux apprendre des trucs hyper concrets. Bah, quand tu vas apprendre la méthode Silva, tu vas apprendre des trucs. Je veux mieux dormir, je veux pouvoir me réveiller le matin, je veux ceci, cela. Et ça, c'est un vrai plus parce que on n'y saupoudre pas des notions d'énergie, de trucs. Il n'y a pas ces mots-là. Hein. Il n'y a pas ces notions-là. Il y a ces sémantiques, il y a 2 dimensions, le matériel, l'humain. Voilà, c'est hyper pratique. Il y a une intelligence humaine, il y a une intelligence biologique. Au bout du compte, il n'y a pas un moment où ça va sur de l'opposition, il y a une énergie, quelque chose, une force. On l'a peut-être un peu plus, je suis en train de réfléchir, tu as raison sur les niveaux. Ah mince. Bah, par exemple, le prochain séminaire que tu vas proposer là, qui est, je sais plus comment c'est, mais où on va souvent travailler avec l'univers entre guillemets qui peut nous apporter des choses. Mais C'est le manifesting. oui, voilà, exactement. Oui. Manifesting. Ça, c'est quand même un cours de Laura Silva. Exact. Elle utilise une autre sémantique. Alors, Exact. mais José, quand il disait justement, l'intelligence humaine peut accomplir beaucoup de choses. Et ils nous sont créés justement pour être maîtres de notre monde, de pouvoir tout guérir nous-mêmes sans avoir appel à quelque chose. Mais il ne parle pas de divin. Il dit, dans le cours gratuit, il dit, mais quelquefois, il y a quelque chose qui te dépasse. Et là, tu peux demander l'aide de intelligence
supérieure, higher intelligence. Exact. Et c'est Laura Silva qui a dit la source universelle d'énergie. Mais José a toujours parlé high intelligence et c'est tout. Elle a refusé justement de définir ça. Tu peux l'appeler Dieu si tu veux, mais high intelligence. Donc, un aspect qui est plus grand que notre intelligence humaine, mais qui peut quand même nous aider quand on a tout essayé dans notre boîte d'outils et on n'a toujours pas une réponse, quoi. C'est quand même chouette parce que, tu vois, là, si on reconstitue d'un point de vue sémantique et on sait que le mot est important, on dit voilà, on a une intelligence humaine et on a des potentiels. Ces potentiels, on peut les exploiter au travers de l'alpha qui va nous emmener vers mieux visualiser, mieux imaginer. Au travers de l'imagination, on a un potentiel, on a une page blanche qui nous permet de construire des nouvelles choses. Et on peut très bien se dire, bon, bah voilà, il y a un moment, j'y arrive plus, mais j'ai une partie de moi, et là, on n'a pas besoin forcément de parler de déité, de force, d'énergie et autres. Dire simplement, il y a une intelligence supérieure, c'est pour un hypnose, c'est se dire, bon, bah voilà, j'ai travaillé avec mon subconscient, même mon subconscient ne fonctionne pas, je vais travailler avec mon inconscient. Voilà, nickel. Et en fait, il n'y a pas un seul moment où on a parlé de présence, de force, d'énergie, etc. Je trouve cette sémantique intelligence humaine, intelligence supérieure, absolument génial parce que on y met ce qu'on veut derrière. Oui. Et cette liberté d'y mettre ce qu'on veut. Simpson, super conscious mind. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Exactement. Bah, c'est bien ça. Moi, je sais que j'ai appelé ça le supraconscient, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais supraconscient, bah, tu dis que tu as le conscient, le subconscient, l'inconscient, le supraconscient. Voilà, tu mets ce que tu veux. Alors, c'est ce que moi, je le rapportais beaucoup à la notion que Jung avait proposé avec l'intelligence sociale, l'intelligence globale, etc. Mais exactement, l'intelligence collective. Mais au bout du compte, on y met ce qu'on veut derrière. Et ce qui donne dès lors beaucoup de liberté pour tout à chacun, sans jamais toucher, blesser des convictions très denses chez les personnes. Ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Un point que j'avais trouvé chouette aussi, il disait « L'ignorance entraîne du stress ». Ça, c'est intéressant parce que, souvenez-vous, par exemple, au niveau 303, 404, bon, surtout au niveau des cas, mais le 303 aussi, on prend des points de référence parce que les points de référence nous permettent de sortir de l'ignorance des points de connaissance qu'on a à l'intérieur de nous, des ressentis, des perceptions, etc. Donc, je commence à connaître non pas le monde, mais à connaître moi par rapport au monde. L'ignorance nous fait diminuer le stress. Et si on revient sur le 404, parce que j'ai des points de référence, à savoir, tiens, bah, quand je suis en train de faire un cas, je suis à l'intérieur de la personne ou à l'extérieur, je sens avec le toucher, ou au contraire, peut-être que c'est des odeurs, peut-être que c'est des images, peut-être que c'est des sons, j'ai mes points de référence, bah, je suis moins stressé à faire mon cas parce que je sais que je connais mes points de référence, donc je ne suis plus dans l'ignorance. Et donc, ce que je propose, même si ça ne correspond pas à l'instant T, et au moins quelque chose qui ne va pas me stresser parce que c'est comme ça que je fonctionne avec mes points de référence. Je trouve cette notion, l'ignorance entraîne du stress et donc la connaissance, et nous on pourrait même dire les points de référence diminuent le stress. Plus vous avez points de référence, plus vous avez fait le verre d'eau, plus vous avez fait le travail sur les maux de tête, avoir de l'énergie, votre miroir de l'esprit, aller en alpha, moins vous êtes stressé pour vous dire tiens, je vais me faire une séance, tiens, je vais faire ça. Ou sur la résultante, le résultat, j'ai déjà eu 10 retours, 20, 100, 50, 200 retours positifs. Bah, mon point de référence m'apaise parce que je sais. Et parce que je sais, bah, je suis moins stressé. C'est intéressant dans un système où on demande d'aller en alpha, on emmène quelqu'un en alpha pour être dans la relaxation, mais donc pour la diminution du stress. Et au bout du compte, c'est un monde de connaissance de soi. Et je trouve que le parallèle peut être vraiment, vraiment sympa à garder. Et si la connaissance est la puissance et que le stress, c'est l'impuissance, donc ça tout se connecte, quoi. Exactement. Mais tu vois, je trouve que cette petite phrase-là, elle est chouette. Elle dit plein de choses. Et puis nous, ça nous permet de comprendre pourquoi c'est important d'avoir des points de référence, par exemple. Parce que le point de référence, on en parle énormément en méthode Silva, mais je ne suis pas sûr qu'on prenne conscience constamment de l'importance du point de référence. Le point de référence nous donne la connaissance.
Pas la connaissance du monde, mais notre connaissance, et qui est certainement bien plus important. C'est notre expérience. Ça, j'ai trouvé cool. Pareil, 3 facteurs de stress, lui qui l'avait défini, on en a un tout petit peu papoté. C'est bon ça, hein. J'ai trouvé ça très 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 bon. Alors, ça fait très longtemps depuis que j'ai entendu ça. C'était bien de me rappeler de ça. C'est chouette, hein. Ouais. Alors, lui donne 3 facteurs majeurs. Bien sûr, hein, il y en a d'autres. Alors, c'est un mot que moi, en français, j'avais jamais vu en anglais. Ça s'écrit G-U-I-T, Guit complexe. Oh, guilt. G-I-L. C'était guilt. Parce que tu vois, quand j'ai mis pause sur tu sais, un moment, Ed a mis des trucs en bleu. Et en fait, j'avais jamais vu ce mot-là. Alors, au départ, je pensais que c'était culpabilité, tu vois, comme ça, guilt. Si, c'est guilt, c'est culpabilité. C'est guilt comme ça, d'accord. Parce que tu vois, il n'y avait pas le L. Et vu que j'avais sans le L, ça ne me disait rien. Je me dis, je ne connais pas ce mot-là. D'accord, donc tu confirmes, c'est culpabilité. Okay. Oui, culpabilité, regret, je ne peux pas changer ça. Donc, ça, c'est un stress énorme. Ouais. Alors, tu vois, ça, j'ai trouvé que c'était génial. Un des points clés, donc il en donne 3. Il dit donc le complexe de culpabilité, les pertes majeures, donc les pertes, que ce soit humaines, matérielles, qui vont vraiment blesser, toucher, stresser en l'occurrence, et les conditions de vie. J'ai trouvé que ces 3 éléments-là sont des éléments intéressants à prendre en compte. C'est-à-dire que on peut se dire pour les personnes qui bossent Silva comme pour les thérapeutes, se dire, OK, si je commence des sessions à me dire, on va faire en sorte que notre partenaire, notre client aille mieux, c'est quoi ses conditions de vie? Dans quelles conditions il vit? Famille, etc., la systémie. Est-ce qu'il y a eu une perte majeure dans sa vie? Un décès, un deuil? Souvent, c'est ce qu'on pose comme question. Hein. Et est-ce qu'il y a de la culpabilité? Eh bien, rien qu'avec ça, on peut déjà permettre à la personne, si on recadre, si on permet d'aller faire des régressions à la cause, qu'on fait aussi en Silva, on va permettre à la personne d'être moins coupable, donc se sentir plus OK, d'être parfois impuissant, de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir pu. On peut permettre à des personnes de dépasser des deuils. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a Kubler-Ross qui avait proposé des étapes qui peuvent être sympas de rappeler à la personne. C'est un modèle, hein. Il y a d'autres modèles, mais c'est un modèle qui est sympa. Et puis, le travail de Living Condition, qui souvent en thérapie, on se rend bien compte que c'est une grosse aide. Les personnes qui font de la thérapie changent souvent leurs conditions de vie. Parce qu'ils vont dire, j'arrête ce boulot, j'arrête cette famille, j'arrête ceci, ou je commence ceci, j'arrête de boire, je me mets au sport. Et ça, je trouve que comme pilier de réflexion, sans dire que c'est un absolu, mais comme pilier de réflexion de base, et notamment pour un néophyte qui commence un travail sur lui et se dire peut-être que je vais travailler sur mes deuils, je vais peut-être travailler sur là et ma manière de vivre et sur ma culpabilité, simplement avec le miroir de l'esprit, simplement avec mon labo, avec mes conseillers, ça nous donne déjà une possibilité de s'apaiser dans sa vie qui est absolument extraordinaire. Je trouve ces 3 éléments-là vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Tu les avais vus où, toi? Tu les avais vus pendant des cours, ces 3 éléments-là? Pendant les cours? Ouais, ça, tu l'as entendu de la part de José ou tu l'avais eu Je l'ai entendu il y a longtemps de la part de José. Et je me rappelle que pour moi, je n'étais pas du tout surpris par la culpabilité, le deuil. Ça me semble assez évident. Mais le troisième, en fait, il a pris un exemple. Il dit, par exemple, quelqu'un qui fait un travail qu'il déteste, mais qui dit, j'ai pas le choix, je suis obligé. Alors, oui, il va probablement mourir plutôt du stress. Et ça, là, ça m'a fait un gros impact parce que, en fait, il croit qu'il n'a pas de choix. Mais il est en train de se tuer parce qu'il a cette croyance, je ne peux pas changer. Et s'il changeait, même s'il allait souffrir un tout petit peu au départ, il ne faut pas continuer toute sa vie à faire quelque chose qu'on déteste. Et c'était comme ça, il a exprimé justement conditions de vie. Et ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, alors, après, c'est ce qu'il expliquait, il disait, en fonction, il remettait au centre de son discours le travail en alpha. Donc, je vous rappelle, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, c'est bien, très bien ou excellent. Et il disait, en fonction de votre niveau de stress, il faut plus méditer et plus vous avez des pathologies.
en souhaitant au départ que ce soit juste des pathologies psychiques. Mais malheureusement, parfois, le stress crée aussi toutes les problématiques psychosomatiques qu'on admet aujourd'hui. Il disait il faut d'autant plus retourner dans les méditations actives, qui veut dire retourner dans un état de diminution de stress, qui veut dire dans un état de créativité, d'apaisement à l'intérieur de soi, pour revenir à cette notion dont on parlait tout à l'heure, vraiment de pouvoir diminuer les fréquences pour ne pas aller dans tous les sens, pour pouvoir se recentrer et se permettre de respirer, donc de modifier automatiquement. Hein. Quand on est stressé, on crée un ensemble d'hormones qui vont pas nous faire du bien. On sait qu'on exploite à fond le système sympathique qui va être en mode fight-flight. L'idée étant de revenir dans le conditionnement parasympathique. Et si on reprend la notion du nerf vague de Borges sur le parasympathique ventral pour pouvoir s'apaiser et se dire ok, je suis en sécurité, ça va, je peux le faire. En tout cas, dans votre phase de méditation. C'est pour ça que souvent on dit les gens qui méditent, on a l'impression qu'ils sont dans leur bulle. Il y a cette notion de retourner vers soi, de se couper du monde et d'être dans cette sécurité, dans ce mieux-être, dans cet apaisement qui va diminuer automatiquement l'ensemble des cycles hormonaux destructeurs, pas destructeurs, mais qui sont là pour fighter, pour combattre ou pour fuir. Et là, on va respirer et se dire ok, c'est bon, je suis en sécurité, tout va bien. Et donc, c'est ce qu'il propose, il dit, plus vous avez des pathos, plus vous devez passer du temps en méditation active. Hein. Vous n'êtes pas en train de dire juste je veux aller bien. Ça peut être parfois le cas, mais si vous le faites 3 ou 4 fois par jour, peut-être 5 minutes, c'est juste pour vous apaiser. Puis le reste du temps, c'est OK. Quelle est ma problématique? Quelle est la solution que je veux trouver? Et je trouve que c'est chouette qu'il ait remis cette notion-là, et c'est ce dont on parlait il y a 2 semaines avec Lee. La méditation active, rentrer en alpha, est la clé, le cœur du système. Ça nous sert à être aussi tout simplement, et pas que dans les phases de stress, dans un état où on est bien et on se donne de l'attention pendant 5-10 minutes, un quart d'heure par jour ou plusieurs fois par jour. Et ça, moi, ça parle avec ce qu'on disait il y a 2 semaines avec Lee. En fonction de l'état de santé, travailler le plus possible en alpha, c'est ce que je notais. Donc ça, c'était l'émission 2. Et l'émission 3, c'était dire non, je fonctionne consciemment sur moi. Oui. Alors, à un moment, il a fait un petit jeu de confusion que je trouvais sympa. Il disait c'est difficile de dire ou de se dire que je fonctionne consciemment sur mon subconscient. Donc souvent, c'est la sémantique et puis même la logique est un peu compliquée. Et c'est pour ça que lui préfère parler d'intelligence humaine, d'inner conscious. Donc j'ai conscience de ma conscience intérieure. Plutôt que de dire je vais travailler sur mon subconscient consciemment alors que c'est pas conscient. Il dit que c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'il utilise plus facilement inner conscious, donc la conscience intérieure, qui dès lors, c'est pas aller sur une partie qu'on ne maîtrise pas, mais quelque chose qui est en nous, donc à nouveau centré, et dès lors, on peut bosser dessus. Une fois de plus, la sémantique est hyper importante et ça permet de simplifier les choses. Je sais que Lee utilise beaucoup Inner Conscious aussi en hypnose. On en a déjà parlé il y a quelques podcasts et j'avais entendu Burt Goldman qui, pareil, quand on était aux États-Unis pour Hypnovision, Hypnovision a été créé par Burt et en France, elle est enseignée par Lee. Pareil, il parlait de conscience intérieure, il parlait très peu de subconscient. Je crois même qu'il en parlait pour introduire l'idée, mais c'était pas du tout son dialogue. C'est vrai que c'est malin de dire, en gros, de mettre de côté le subconscient, et c'est là aussi on peut sentir qu'il mettait de côté l'hypnose, hein. Dire barrez-vous hypnose, et d'utiliser inner conscious. Toi, c'est vraiment, ça te parle plus la conscience intérieure, inner conscious, plutôt que subconscient. Toi, en tant qu'hypno et Sylva, est-ce que naturellement, pour toi, tu vas plutôt utiliser le mot subconscient ou conscience intérieure? Personnellement, je préfère conscience intérieure parce qu'il y a tellement de définitions différentes de subconscient et inconscient et préconscient même. À 2 psychologues et ils vont discuter qu'est-ce que ça veut dire subconscient. Et on va parler à un hypnotiseur, qu'est-ce que ça veut dire inconscient. Alors pour une personne inconsciente, dit
partie inconsciente, je pense plus. Pour notre, mais mon inconscient, c'est la partie la plus sage de moi-même. Et Ouais. donc, l'inconscient n'est pas inconscient. Donc, Mm, ça devient tellement compliqué. mm, Et tout le monde sait ce que ça veut dire, conscience extérieure, conscience intérieure. mm, Conscience mm. extérieure, tout ce qui est le monde objectif, conscience intérieure, le monde intérieur. Et, bon, et puis, tu peux traduire le reste comme tu veux. Mm. Mais pour Mais tout le monde, alors, c'est quelque chose quand même. là, je trouve que pour les hypnos, qui parfois sont un peu en galère dans les pré-talks, donc les pré-talks, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand on est en hypnose, on prend toujours un peu de temps pour un peu faire recadrer les idées excessives, les attentes excessives des gens, les croyances des gens. Donc, on prend un temps pour leur expliquer ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne, etc. Et peut-être que pour les personnes qui ont un peu de mal à expliquer ce qu'est le conscient et le subconscient, utiliser conscience intérieure, conscience extérieure peut être plus simple pour votre pré-talk. Comme ça évite de débattre pendant 10 000 heures de ce que c'est et ça permet de bien comprendre à la personne qu'il y a un monde que je peux connecter et travailler à l'intérieur de moi qui va me permettre d'avoir un ensemble de ressources pour réussir. Et il y a bien sûr ce que je vais pouvoir, au travers de ce cheminement-là, mettre en place dans le monde extérieur, dans le réel commun, afin que mon quotidien se passe mieux. Ça peut être un bon élément à prendre en compte pour les hypnotistes dans les pré-talks, et c'est des sémantiques que vous pouvez assez facilement assimiler dans le monde de l'hypnose, comme Lille fait via Hypnovision et via sa manière de faire de l'hypnose. Qu'est-ce qu'il a dit que je trouvais chouette? Bon, on revient sur la notion intuition. L'intuition va être développée via la visualisation et l'imagination. Et là, on revient sur la notion des cours où on va avoir les différentes étapes qui petit à petit nous emmènent à se rendre compte qu'on sait visualiser. Je suis capable de me souvenir de quelque chose du passé et de pouvoir le décrire, mes dernières vacances, ce que j'ai mangé hier soir, etc. Je visualise. Et l'imagination, from scratch, à partir de rien, commencer à construire quelque chose que je vais faire se développer avec un ensemble de références que la visualisation m'aura permis au fur et à mesure. Et j'aime bien, bon, là pour les personnes qui nous suivent, vous commencez, je pense, à bien comprendre cette différence entre visualisation et imagination. Et je vous rappelle ce que disait José là-dessus, c'est les deux outils du génie. Donc, ça permet vraiment de construire, créer et avancer le mieux possible. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et pour ceux qui disent « je ne m'imagine rien » ou « je ne visualise rien », je vous donne en référence Jerry Sivi, qui lui aussi estimait comme vous qu'il n'y arrivait pas, et en 30 jours, il a stoppé son addiction à l'héros. Donc, juste reprenez la définition peut-être de ce que c'est visualiser et imaginez, vous allez vous rendre compte que vous le faites très très bien. Tac tac, gros focus sur intuition. Ah oui, donc sur la 303, pardon, 303, sur l'émission 3, je trouve qu'il a beaucoup focusé sur l'intuition. Tu sais, il a parlé de l'intuition, donc comme ça, pour le développer, visualisation, imagination, mais il a parlé d'intuition permet d'éviter des accidents Oui, et permet de savoir quoi faire pour sa santé. Je trouve que c'est des éléments qui sont... l'ouverture est sympa. En fait, de se dire, le travail que tu vas faire en alpha va te permettre d'être plus centré et donc paradoxalement plus ouvert sur ce qui peut se passer. Et donc, éviter voir des choses que d'habitude tu ne prendrais pas conscience, faire confiance à cette intuition de se dire tiens, je roule un peu vite, ou peut-être les voitures ont l'air d'être un peu comme ceci ou comme cela, et se dire tiens, je vais ralentir maintenant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve que cette notion, mettre en avant l'intuition pour éviter des accidents, pour éviter des incidents, pas forcément des accidents où il y aura des trucs, mais des incidents, se dire je ne vais pas parler à cette personne-là, ou tout bêtement, je ne vais pas à cette caisse-là parce que je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un rythme. C'est plutôt intéressant. Donc, il met en avant le fait de l'alpha, de cette compétence à se relâcher, à se retrouver, à se recentrer, et dès lors à être ouvert à plein de choses pour faire confiance à son intuition. Ça, je trouve que c'est amusant qu'il focus autant dessus. Dans ce numéro-là, il focus beaucoup sur l'intuition, mais via la méditation active. Ça, je trouvais chouette. Tac, tac. Alors après, il y a un truc que j'ai pas bien compris.
il parlait un moment 30 fois par minute pour aller en interne. J'ai pas trop capté. Faudrait que je t'envoie la partie. À un moment, il parlait 30 fois par minute. On retourne en interne, puis on ressort. Tu sais, je crois que c'est les moments où on doit aller en alpha ou je sais pas quoi, naturellement. Si c'est 30 fois par minute, ça doit être justement un petit moment où on est en alpha et puis on revient en bêta. Possible. Mais c'est à ces moments-là où, normalement, on peut se connecter avec son intuition. C'est Et ça. c'est là où, en fait, on est totalement éveillé. On est en action. On est focalisé sur le monde extérieur, mais tout d'un coup, on a un flash, une idée, un stop. Et José l'explique en disant, à ce moment-là, tu es à un de ces 30e de seconde ou quelque chose comme ça, où tu es en alpha. C'est comme ça, elle explique. Ouais. C'est ça, tu vois, j'arrive pas encore à bien le capter. Je sais qu'il l'explique plusieurs fois, on en a déjà un petit peu parlé. Ed en a parlé un petit peu. Oui. Mais c'est un truc, tu vois, il y a des moments où je m'observe et cette sensation, je l'ai pas. Alors, est-ce que c'est tellement. Toi, j'ai pas la sensation qu'il y a un moment, je décroche et que je vais en alpha. Ah non, c'est hyper rapide. C'est ça. C'est juste le temps quand même de pouvoir. Par exemple, si ton intuition veut te dire quelque chose et tu es en bêta, tu ne vas pas l'écouter. Mais si tu plonges en alpha juste une microseconde, et c'est tout, c'est une microseconde, à ce moment-là, tu vas pouvoir te connecter avec l'intuition. Alors, est-ce que ça serait le fameux moment où la personne dit tiens, j'ai une voix qui arrive, quoi, j'ai eu cette espèce de flash d'idée, de pensée, c'est cette pensée qui arrive. Ça explique les flashs, justement. Parce D'accord. que tu es totalement focalisé sur autre chose et tout d'un coup, tu as un flash. Ouais. D'accord. Donc, ça voudrait dire que ça serait une mise en alpha spontanée qui, dès lors, a une information qui arrive parce qu'il y a une info qui doit passer et que la seule manière de l'obtenir, voilà, là, on présuppose, hein, mais la seule manière de l'obtenir est d'aller écouter. Et donc, l'écouter, c'est se mettre en alpha, ne serait-ce que le temps que la pensée devienne perçue dans la tête. C'est ça à peu près l'idée? C'est comme ça qu'il explique. Ouais. Mais donc, une des expériences qu'intuition, moi j'ai eu, en fait, c'était un flash, mais c'était pas que le 30e de seconde, c'était qu'en fait que j'étais les yeux ouverts, je lisais, je parlais, tout, etc. J'ai fermé les yeux pour faire 3-1-1. Et je venais juste faire 3-3-3, et là j'ai eu justement un flash. Mais avant, rien du tout. Aucune idée qu'il y avait un danger. Mais le moment que j'entre en alpha, mais littéralement, je fais 3-3-3 et j'entends littéralement get out. Et je cours et j'évite justement un accident. Donc, si j'avais resté en bêta, peut-être j'aurais été victime d'un accident. Je ne sais pas. Mais donc, moi, je suis convaincue qu'alpha, nous sommes plus connectés avec l'intuition. Mais comment expliquer si ça arrive quand on est en pleine bêta? Alors, peut-être que c'est ces microsecondes ou je ne sais pas. C'est comme ça que José l'explique. Ouais, l'interrogation, elle est intéressante. Vraiment de se dire, est-ce que c'est parce que l'information était déjà là et qu'elle voulait passer et qu'il y a un forçage qui n'arrive pas et que peut-être justement, vu que pendant une minute, on a des cycles qui descendent un tout petit peu et c'est comme une porte d'entrée et l'info arrive. Ouais, là pour l'instant, il faudrait voir ce qu'en neurosciences, il raconte par rapport à l'intuition. Justement, je ne sais pas si ça a été prouvé en neurosciences. Lui, il a toujours dit ça comme si c'était un fait. Mais il faudrait qu'on regarde. Je vais noter en neuro et intuition. Je vais voir s'il y a des. Mais je crois que j'ai vu un bouquin il n'y a pas longtemps sur ça, sur neuro et intuition. Je crois, hein, parce que là, je suis en train de répertorier les bouquins de neuro qui peuvent être intéressants. Justement pour être à jour, ce qu'on disait la dernière fois, être un peu à jour sur ce qui se passe au niveau de la neuro pour voir si les discours qui sont proposés sont validés ou s'il y a des choses qu'il faut qu'on repense d'une certaine façon pour expliquer aux néophytes et puis pour simplement se mettre à jour dans la connaissance. Donc, je te dirai si je retrouve ça. Oui, alors, bon, ce que tu disais à 10 secondes, ouverture, fermeture des yeux, dans cette émission-là, il met beaucoup en avant.
on ferme ses yeux quand on fait de l'hypnose, quand on fait de la méditation. Donc, c'est normal qu'on se ferme ses yeux pour aller en alpha. Maintenant, l'expérience nous prouve que parfois, on peut avoir les yeux complètement ouverts et être complètement en transe, complètement en alpha ou même complètement en θ. Gardez-le en tête. L'apprentissage se fait au travers des yeux fermés parce que c'est plus simple, parce que ça nous évite de confondre la vision et la visualisation. Ça nous permet de nous centrer, ça nous permet de nous calmer, ça nous permet de ne pas être dérangé par le monde extérieur.